Vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé dans le cadre de la formation organisée par l'ANAPEC et l'OIT. Ce deuxième webinaire va se focaliser sur les questions liées au recrutement équitable. Donc, dans le premier webinaire, on s'est intéressé avant tout un petit peu à certains concepts clés, certaines définitions. Aujourd'hui, ce webinaire va se focaliser avant tout sur les questions liées au recrutement équitable, donc en lien avec le module qui est disponible déjà sur la plateforme de la formation. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vais, dans un premier temps, commencer par une présentation PowerPoint et durant la session, je vais aussi faire utiliser Slido, comme je l'avais fait durant la première session. OK ? Alors, laissez-moi présenter. Bonjour à tous, Myriam, j'en profite juste pour demander aux participants de rester bien en silencieux. Quand vous accédez, mettez-vous tout de suite en silencieux, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc vous devriez maintenant voir mon module, ma présentation sur l'écran. Oui, c'est bon, Myriam. Et donc, je commence directement par vous donner un petit peu un aperçu de la session. Donc, comprendre justement quel est le contexte un petit peu du recrutement, qu'est-ce que l'on entend par recrutement équitable et quels sont les avantages. Vous présentez également, vous les trouverez également sur la plateforme, quels sont les principes généraux et directives opérationnelles de l'OIT sur le recrutement équitable. Et aussi, qu'est-ce que l'on entend par la définition des frais de recrutement et des honoraires de recrutement et frais connexes. Donc, cette dernière définition a été adoptée dans un second temps par l'OIT et nous allons voir en fait qu'elle a tout un sens, notamment lorsqu'il s'agit de définir avant tout notamment qu'est-ce que l'on considère comme étant des frais liés au recrutement et frais connexes ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce point est particulièrement important, notamment pour le recrutement à l'international, puisqu'il faut bien évidemment prendre en considération que les principes généraux et directives opérationnelles de l'OIT sur le recrutement ne se focalisent pas seulement sur le recrutement à l'international, mais sur le recrutement de façon générale, aussi bien donc à l'international qu'au niveau national. Et lorsque l'on parle des définitions de frais de recrutement, là également, cette définition ne se focalise pas seulement sur le recrutement à l'international, mais on voit en fait qu'elles prennent toute leur ampleur au moment du recrutement à l'international, et on verra cela dans ma présentation, pourquoi. Alors, dans un premier temps, quand on parle de recrutement, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est l'une des principales fonctions du marché du travail. Et en général, les employeurs ont trois stratégies qui leur sont possibles pour recruter leurs travailleurs, soit directement, soit par le biais des services publics de l'emploi, tels justement l'ANAPEC, ou par le biais d'intermédiaires privés, agences privées de recrutement. Concernant notamment le lien ou en tout cas la complémentarité qui peuvent exister entre agences publiques de recrutement et agences privées au service public de l'emploi et agences privées de recrutement, on voit en fait que selon les pays, il y a derrière une sorte de pratique et de tradition et de culture même, de voir est-ce que les employeurs vont plutôt passer par les services publics de l'emploi ou par les intermédiaires privés. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que finalement, ces intermédiaires privés, qui notamment sont principalement utilisés pour du recrutement vers les pays du Golfe ou notamment en Asie, prennent de plus en plus de place sur l'échiquier du marché du travail. Et ces acteurs-là, qui étaient peut-être moins présents dans les années 60, 70, où la place large était faite au service public de l'emploi, ont de plus en plus pris d'importance en raison notamment de
parfois les besoins immédiats, la flexibilité parfois nécessaire et sont normalement, ont vocation à contribuer également au recrutement et à complémenter le service fait par les services publics de l'emploi. Dans la réalité, euh, cette réalité existe, mais il faut aussi prendre en l'occurrence que ces intermédiaires privés étant un business, le recrutement ne se fait pas comme pour les services publics de l'emploi, sans coût. Elle a un coût et toute la question est de s'assurer que ce coût est supporté non pas par les travailleurs, mais par les employeurs. Et là, tout est la question justement de ce qu'on appelle le recrutement équitable. Et un des points importants, c'est de s'assurer justement que les frais de recrutement ne soient pas portés par le travailleur, mais par les employeurs directement. Alors, le recrutement à l'international, au-delà notamment de ces différents actes, donc de différentes stratégies pour le recrutement, a aussi un défi particulier qu'elle est également affectée par les réglementations en matière d'immigration. Donc, il ne s'agit pas simplement de lier ou de regarder les besoins du marché du travail, mais également de prendre en considération les réglementations liées à la politique d'immigration. Deux défis. Répondre au marché du travail, mais aussi s'assurer de respecter les règles en matière d'immigration. Et ce que l'on voit aussi, c'est que pour le recrutement international, un des défis principaux, c'est d'avoir accès à l'information sur les marchés du travail, notamment dans les pays de destination. Quels sont les besoins? Comment s'assurer notamment que ce recrutement soit fait en lien avec les besoins du marché du travail du pays de destination? Et parfois, le nombre de demandeurs d'emploi est supérieur à celui des emplois proposés. Et également, et ça c'est principalement notamment le cas pour les travailleurs migrants peu qualifiés ou moyennement qualifiés, avec la faible application des lois concernant la protection de leurs droits. On a aussi remarqué souvent qu'au moment, et c'était, si vous vous rappelez, dans la première session qui a été faite la semaine dernière, quand on parlait notamment d'approche sensible au genre, on voit que notamment certains pays, je pense que je vous avais donné l'exemple de Madagascar, avaient notamment mis des restrictions quant au recrutement à l'international pour leurs travailleuses migrantes, et notamment dans des secteurs bien précis qui sont en général notamment des secteurs liés à la personne ou au travail domestique. Donc, on voit aussi notamment que dans ce recrutement, on voit des travailleuses migrantes qui peuvent faire l'objet de restrictions et qui peuvent aussi créer, comme spécifié la semaine dernière, finalement des canaux de recrutement peu scrupuleux via des mouvements cachés et notamment un trafic de personnes. Les coûts de recrutement peuvent être particulièrement élevés. Alors, dans ce cas-là, certains exemples venant d'Asie montrent aussi pourquoi il est important de se poser la question sur le recrutement équitable. En fait, certaines enquêtes qui avaient été menées, notamment par l'OIT, sur le recrutement dans différents pays, ont remarqué en fait que certains pays, notamment pour par exemple le cas du Bangladesh, se voyaient à le travailleur migrant devoir travailler l'équivalent de 16,9 mois pour rembourser les frais de recrutement. Vous vous rappelez, dans ma précédente diapositive, j'avais précisé, normalement, les frais de recrutement, quand ils se font ou par le biais directement de l'employeur ou par les agences services publics d'emploi ou par les agences privées de recrutement, les frais de recrutement ne doivent pas être supportés par le travailleur, mais par l'employeur. Mais ça, c'est la règle, mais la pratique, comme on le voit, malheureusement, est encore différente. Et on se rend compte, en fait, que certains travailleurs sont amenés à travailler finalement gratuitement durant 1 an et demi, quasiment, pour simplement pouvoir rembourser les frais de recrutement.
Donc, vous vous rendez compte en fait du risque et de la vulnérabilité dans lesquelles peut se retrouver un travailleur migrant qui a dû supporter des frais liés au recrutement. Et de ne pas pouvoir finalement percevoir son salaire, ou en tout cas percevoir le fruit de son salaire avant 1 année et demie, lorsque très souvent la famille, dans le cas notamment d'une migration temporaire où il n'y a pas de regroupement familial, va dépendre surtout des transferts de fonds de ce travailleur, va finalement se retrouver dans une situation particulièrement sensible avec des dettes cumulées du fait notamment de ce coût de recrutement. On voit aussi, pardon, on voit aussi que par rapport à une question liée au genre, c'est le cas assez souvent au niveau des enquêtes menées, les femmes sont parfois amenées à payer un peu plus que les hommes quant aux frais liés au recrutement. L'exemple, ça c'est un exemple par exemple du Vietnam, où on voit que les femmes euh, ont eu à payer un peu plus que les hommes par rapport au coût du recrutement. Et on voit notamment dans le cas, par exemple, des travailleurs vietnamiens, les Vietnamiennes ont dû plus ou moins payer 7,4 mois, donc 7 mois et demi de leur salaire par rapport à, l'information n'est pas précisée là, mais par rapport plus ou moins, pour un homme, c'était plus ou moins l'équivalent de 6-7 mois. Donc, elles se sont retrouvées plus ou moins à devoir en gros payer 1 mois de plus. Qu'est-ce que disent pourquoi? Une des raisons aussi, c'est le type de travail en fait pour les femmes qui sont peut-être moins qualifiées que pour les hommes. Et deuxièmement, on va peut-être demander à des femmes de supporter des frais supplémentaires, notamment par rapport à certaines visites médicales qui ne sont pas forcément demandées aux hommes. Visites médicales très souvent aussi pour vérifier que la femme n'est pas enceinte au moment du recrutement. Ces pratiques-là sont condamnées notamment par les normes internationales du travail, mais comme je le disais, malheureusement, dans la pratique, se retrouvent encore malheureusement appliquées. Cette question du recrutement équitable, pour les raisons notamment mentionnées auparavant, a pris de plus en plus de place dans la question de la gouvernance de la migration internationale et a été même au cœur notamment des décisions concernant l'aspect migration dans l'agenda de 2030. Et on voit notamment que notamment dans l'objectif 8 lié au travail décent, et certains points se réfèrent particulièrement à la question du recrutement. Et on peut regarder notamment le point 8.8 qui est de défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail, assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et les personnes ayant un emploi précaire. Et cette défense des droits commence notamment au moment du recrutement. Si on regarde le point 8.7 qui se focalise, la cible 8.7 qui, elle, se focalise sur éradiquer le travail forcé et mettre fin à l'esclavage modèle et à la traite des êtres humains. Là encore, la question du recrutement est particulièrement importante puisque souvent, le fait d'un recrutement pas équitable, peu scrupuleux, va conduire à des risques de travail forcé et d'esclavage moderne. Un exemple très simple, le fait de retenir le passeport du travailleur migrant au moment notamment de l'arrivée dans le pays de destination, ou au moment notamment par certaines agences de recrutement, au moment de l'accueil à l'aéroport dans le pays de destination par peut-être l'antenne de l'agence privée de recrutement ou le partenaire de l'agence privée de recrutement dans le pays de destination qui va retenir ce passeport. Et donc cela est considéré aussi comme une entrave à un recrutement équitable. La question du recrutement équitable est aussi présente dans le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Dans l'objectif 6, on voit notamment que l'on parle de promouvoir des pratiques de recrutement équitable, éthiques
et assurer les conditions de travail décentes. Donc, un objectif particulier lié au recrutement équitable et éthique. La différence entre équitable et éthique, au niveau en fait international, vous avez l'OIT qui va plus parler d'équitable, l'OIM qui va plus parler d'éthique, mais elles sont finalement un peu comprises de façon interchangeable par les agences. Éthique, d'une certaine manière, devrait prendre aussi en considération peut-être des questions liées au développement dans le pays d'origine. Par exemple, est-ce éthique d'avoir un recrutement qui va à l'international, qui va peut-être priver le pays d'origine de compétences qui sont nécessaires à son propre développement. Travail en professeur, médecin, infirmière, infirmière. Donc, c'est cette question en fait d'éthique que l'on pourrait en fait finalement un peu pousser un peu plus loin par rapport à peut-être équitable. On voit également aussi de plus en plus le secteur privé, via notamment le support de l'Organisation internationale des employeurs, prendre de plus en plus d'initiatives visant à promouvoir le recrutement équitable et prendre de plus en plus notamment des chartes de bons recrutements par des multinationales, où on voit notamment dans la chaîne de production que la question du recrutement est également considérée comme importante pour s'assurer notamment une entreprise respectant notamment les normes internationales et s'assurant de sa responsabilité sociale. Donc, on voit de plus en plus cette question dans les dernières années prendre une place importante dans le débat international lorsqu'on parle de la gouvernance de façon générale de la migration de manœuvre et de la protection des travailleurs migrants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je jette un coup d'œil aussi sur la chat. Je vois, Nadira, vous avez mentionné, c'est dommage qu'on trouve toujours des différences entre les genres. J'imagine que vous parliez par rapport aux différences en termes de coûts de recrutement. En fait, c'est finalement, ça revient beaucoup à ce que je mentionnais la semaine dernière sur cette approche sensible au genre, en fait. Et cette approche sensible au genre sur les migrations, les politiques de migration, elle doit aussi s'intéresser à la question du recrutement. Donc, c'est effectivement un point important à soulever. Alors, qu'est-ce que le recrutement équitable? Si vous voyez un petit peu sur le graphique qui est sur la droite de mon écran, je pense, en tout cas, pour essayer de comprendre un petit peu le parcours d'un travailleur migrant, finalement, il est parfois plus compliqué. Peut-être la route est un petit peu plus cabossée que pour peut-être un recrutement au niveau national. Parce qu'au fait, vous allez vous retrouver avec énormément d'agents qui vont finalement être tout au long, notamment du recrutement, impliqués entre le pays d'origine et le pays de destination. Vous le savez mieux que quiconque, vous vous occupez notamment du recrutement à l'international. Mais en fait, très souvent, on va se rendre compte qu'il va y avoir sur les épaules en fait, du travailleur migrant le fait de devoir parfois avoir à payer certains frais importants jusqu'au moment en fait, où le travailleur va pouvoir travailler, tout simplement. Donc, est-ce que le travailleur migrant va se retrouver à devoir payer des frais directement à une agence? Alors, c'est heureusement le cas, pas le cas lorsqu'on passe par du recrutement via des services publics d'emploi, mais lorsque le recrutement se fait par des agences privées de recrutement, très souvent, ces agences privées de recrutement vont charger aux travailleurs des frais ou total ou en partie, s'ils demandent à l'employeur également de payer certains frais, pour ce recrutement. Et puis, peut-être que vous allez avoir besoin de fournir des documents, votre certificat de naissance. Est-ce que ce certificat de naissance va demander notamment
du point de vue de l'administration, de payer certains frais. Vous allez devoir faire un passeport. Qui va payer pour ce passeport? Qui va payer pour les frais du visa? Vous allez devoir on va peut-être tester vos compétences via un entretien, via un test. Est-ce que cela a un coût pour oui ou non? Vous allez peut-être avoir aussi besoin vous allez peut-être avoir besoin d'un examen médical avant notamment de partir. Et puis partir, cela nécessite notamment l'achat d'un billet de train, d'avion, de bateau. Qui va payer pour ces frais de transport? Une fois arrivé dans le pays de destination, vous allez peut-être, via les agences privées de recrutement, si ce recrutement se fait par des agences privées de recrutement, passer par une orientation, un stage d'orientation, une formation. Est-ce que cela se fait au coût, aux frais, sur les épaules du migrant? Est-ce que vous allez encore une fois être demandé de passer un examen médical? On voit notamment que, avec la crise du Covid, ces questions d'examens médicaux prennent de plus en plus aussi d'importance, où il y a de plus en plus peut-être de tests qui sont demandés, de vaccinations qui sont peut-être demandées. Et puis, à ce moment-là, peut-être vous allez finalement, à un moment donné, pouvoir arriver chez votre employeur. Tous ces éléments, toutes ces étapes vont avoir un coût. Et la question, c'est de comprendre, mais qui va payer pour ça? Il s'agit du travailleur? Est-ce qu'il s'agit de l'employeur? Est-ce qu'il s'agit des deux? Et ces questions-là viennent souvent sur la table lorsqu'on passe notamment par un recrutement via des agents de recrutement privés et parfois aussi des sous-agents qui vont faire le lien entre le travailleur, le potentiel travailleur, le candidat et l'agence privée de recrutement. Donc, un recrutement équitable, ça serait quoi? Ça serait un recrutement effectué dans le cadre de la loi, conformément aux normes internationales du travail, dans le respect des droits de l'homme, sans discrimination et en protégeant les travailleurs des situations abusives. Donc, on voit différents éléments qui sont pris en considération. Le respect conformément aux normes internationales du travail, avec le respect des droits de l'homme et sans discrimination, dans un but de protéger le travailleur de situations abusives. Et là, on parle aussi bien de recrutement international que de recrutement national. Quand on parle de quand est-ce que commence le recrutement? Parce que est-ce que le recrutement, c'est simplement le fait d'être sélectionné et puis partir à l'étranger? La réponse est non. En fait, le recrutement va comprendre la sélection, le transport, le placement dans un emploi pour des travailleurs migrants notamment, et notamment pour le travailleur migrant toujours, le retour dans le pays d'origine si nécessaire. C'est-à-dire que si le travailleur migrant doit, et c'est notamment le cas dans la migration saisonnière ou temporaire, retourner dans son pays d'origine, la question du transport et de ce retour de façon sûre est aussi finalement pris en considération dans la question du recrutement. Comme je le précisais depuis avant, un recrutement équitable, ce recrutement va s'appliquer aussi bien aux travailleurs nationaux dans le cadre d'un recrutement à l'interne qu'à l'extérieur, au-delà de frontières nationales, pour des travailleurs migrants. Concernant les avantages du recrutement équitable, alors il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, pour le travailleur, c'est une façon d'accéder à un travail décent. C'est une façon d'avoir accès à une transparence, de comprendre quelles sont les conditions de travail, de s'assurer aussi que le travailleur, migrant ou pas, avant de commencer son travail, a une compréhension claire sur le contrat de travail, ses conditions de travail, sa rémunération, et également les frais qui sont à sa charge et les frais qui peuvent être à la charge et qui doivent être à la charge de l'employeur. On a remarqué également que par le recrutement équitable, il y a une réduction significative de la dette liée au recrutement. Donc, dans mes premières diapositives, je vous ai donné 2 exemples de combien de mois
notamment dans certains cas, je vous ai donné l'exemple du Bangladesh en Malaisie ou de travailleurs vietnamiens, où l'on voit que le travailleur migrant a dû payer jusqu'à 16,9 mois pour simplement rembourser les frais liés au recrutement. Donc ça, c'est finalement par un recrutement équitable, c'est réduire significativement la dette de recrutement qui pèse sur le travailleur migrant et de ce fait aussi le met dans une situation particulièrement vulnérable, si ce n'est même de travail forcé, et avec une famille souvent restée au pays d'origine, qui ne va pas non plus bénéficier en fait de la migration de la personne partie à l'étranger. De ce fait, en fait, du fait de la réduction nette de recrutement, on voit aussi une augmentation, si un recrutement équitable est assuré, on augmente le bénéfice net pour le travailleur migrant. Alors, cela peut sembler assez évident qu'il y a des avantages pour le travailleur lorsqu'on parle de recrutement équitable. Mais cependant, les employeurs également ont confirmé et soutiennent qu'eux-mêmes bénéficient d'avantages au recrutement équitable. Les employeurs, mais aussi les agences de recrutement. Alors, dans un premier temps, pourquoi les employeurs vont avoir un avantage au recrutement équitable? On se rend compte qu'en fait, très souvent, lorsque le recrutement est fait de façon équitable, il y a une meilleure réponse aux besoins, notamment entre la demande de l'employeur et l'offre proposée par le pays d'origine et donc du coup par le travailleur. En fait, il y a une meilleure adéquation entre l'emploi et les compétences. On voit beaucoup plus finalement les travailleurs répondre par rapport à leurs compétences aux besoins de l'employeur. Il y a de ce fait aussi un gain de productivité et de rétention du personnel. Pourquoi? Parce que finalement, parfois des employeurs qui notamment vont retenir peut-être les passeports de leurs travailleurs dans les pays où cela est permis, vont dire oui, mais moi j'ai payé en fait pour cette personne arrivée, il ne faudrait pas que au final, après un moment, cette personne parte et puis va travailler pour un autre employeur. Mais la question, en fait, elle est simplement de dire, mais si les conditions de recrutement sont équitables et le travailleur a un travail décent, des conditions de travail décentes, il n'y a aucune raison pour le travailleur de forcément partir. Et cela fait aussi finalement partie notamment de l'offre et de la demande et du marché du travail de pouvoir à un moment donné aussi quitter son employeur. Mais on remarque que finalement, il y a un énorme gain de productivité pour l'employeur et les employeurs aussi finalement remarquent que le personnel reste si le recrutement se fait de façon équitable. Finalement, pour les entreprises et l'employeur, c'est également s'assurer de la transparence, de la réglementation et des coûts, à savoir notamment savoir exactement combien coûtera ce recrutement. Et ça, c'est important parce que peut-être finalement l'employeur pense faire une bonne affaire si les frais sont soutenus par le travailleur, mais très souvent, on voit que il n'y a pas forcément une réponse dans ce recrutement qui répond à ses besoins et aux compétences dont l'employeur a besoin. Le risque est important aussi par rapport à la réputation. Et là, on parle véritablement de responsabilité sociale des entreprises. Et finalement, beaucoup d'entreprises, mais aussi en fait de recruteurs, ont utilisé le recrutement équitable comme finalement un label de qualité pour leur image et pour la réputation de leur business. Donc, aussi bien pour l'employeur qui va énormément communiquer sur le fait qu'il porte une attention particulière sur les conditions de recrutement de ses travailleurs, mais aussi pour les agences privées de recrutement. Donc là, on parle encore une fois avant tout du recrutement fait par des agences privées de recrutement, sur le fait en fait que ce recrutement
le business en fait fait par l'agence qui respecte finalement un recrutement équitable et aussi finalement redore l'image du business des agences privées de recrutement et aussi donne un élément de promotion pour les employeurs qui souhaiteraient peut-être faire appel à ces services, de professionnalisme et de sérieux. Donc, beaucoup d'agences privées de recrutement qui font du recrutement équitable vont être les premières à témoigner. Bien évidemment, c'est compliqué parce que vous allez peut-être vous retrouver avec une compétition avec des recruteurs peu scrupuleux, mais vous allez aussi gagner sur le marché, vous allez gagner de la valeur, vous allez gagner dans votre réputation et vous allez aussi gagner une clientèle. Donc, le recrutement équitable est finalement plus compliqué, bien évidemment, pour les agences privées de recrutement, mais peut être aussi une bonne opération finalement commerciale par rapport à leur business et pour aussi assurer le professionnalisme de l'industrie. Concernant les agences publiques les services publics de l'emploi, ce que l'on voit et qui est peut-être plus compliqué pour elles, c'est que lorsque le recrutement à l'international ne se fait pas forcément par des accords bilatéraux de gouvernement à gouvernement, souvent il y a une sorte de compétition entre agences privées de recrutement et services publics de l'emploi. Et là, en fait, le rôle notamment des services publics de l'emploi, c'est aussi de communiquer largement avec les potentiels travailleurs sur qu'est-ce qu'ils doivent ou qu'est-ce qu'ils ne doivent pas payer, qu'est-ce qu'un recrutement équitable, s'assurer notamment que des travailleurs sachent que le recrutement doit être fait à coût zéro, que c'est finalement une garantie assurée par les services publics de l'emploi, contrairement peut-être aux agences privées de recrutement qui vont peut-être faire miroiter une embauche facile, un départ facile, mais sous quelles conditions? Et donc là, notamment pour les agences publiques de l'emploi, de jouer tout un rôle important sur la communication concernant qu'est-ce que le recrutement équitable, quels sont les droits des travailleurs, que ce soit migrants ou nationaux, lors du recrutement. Et parce qu'on voit aussi beaucoup de partenariats publics-privés entre parfois agences publiques de recrutement et agences privées de recrutement, dans la sélection notamment de ces partenaires, s'assurer que les agences privées de recrutement partenaires soient des agences privées qui respectent cette charte, finalement, ces règles liées au recrutement équitable. Concernant le gouvernement, quel est l'avantage pour un gouvernement d'assurer un recrutement équitable? Finalement, c'est aussi s'assurer d'un meilleur fonctionnement du marché du travail. Parce que on voit que, comme dit dans une des premières diapositives, le recrutement a justement pour but de s'assurer de ce fonctionnement fluide du marché du travail, de répondre aux besoins du marché du travail. Donc, par un recrutement équitable, le fonctionnement du marché du travail est meilleur et aussi, comme précisé pour le cas des employeurs, il y a beaucoup plus une meilleure adéquation pour la réponse compétences, besoins du marché du travail. Le gouvernement, en fait, doit s'assurer, notamment par le recrutement équitable, de mettre en place des politiques et des réglementations claires sur quels sont notamment, en termes de réglementation, notamment sur le fonctionnement des agences privées de recrutement et le contrôle et la surveillance des agences privées de recrutement. Quelles sont les conditions pour avoir une licence? Comment cette licence doit apparaître? Est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait? On voit de plus en plus notamment d'inspections, et c'est par exemple le cas d'une initiative récente prise par la Tunisie sur la formation d'inspecteurs spécifiques pour les agences privées de recrutement, donc s'assurer que ces agences privées de recrutement respectent les réglementations nationales en matière de recrutement. C'est une meilleure protection de ces travailleurs, tout simplement, pour le gouvernement aussi, et de ce fait, notamment pour aussi bien un gouvernement de pays d'origine que de destination, il y a plus facilement de contributions au développement apportées par les travailleurs migrants.
par rapport au pays de destination, un travailleur migrant qui aura des conditions de travail décentes ainsi qu'un contrat de travail décent sera plus à même, dans le pays de destination aussi, de mieux contribuer, consommer, peut-être payer les taxes, etc. Pour le pays d'origine, bien évidemment, ça passe par les transferts de fonds qui pourront être faits plutôt que de devoir rembourser une dette à la famille restée au pays d'origine, mais pas seulement les transferts de fonds, aussi les potentielles compétences acquises à l'étranger et les bénéfices que peuvent avoir une migration faite de façon sûre et ordonnée lors du retour pour ce travailleur migrant. Alors, je vais faire une pause. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à lever la main. Myriam, il y avait une question dans la chat de Akiba. Pourquoi il n'y a pas Oui. une obligation de passer par une agence étatique qui se référait à une ou deux slides précédentes? D'accord. Merci. Alors là, finalement, c'est très souvent, encore une fois, une question de culture étatique. Finalement, vous avez des pays qui ont une culture des agences publiques, des services publics d'emploi, et où le recrutement va avant tout passer par ces services publics d'emploi. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Vous avez des pays où les services publics d'emploi sont ou inexistants ou très faibles. Et de ce fait, en fait, il y a tout un marché pour des agences privées de recrutement. Donc, d'abord, peut-être une réalité, ce n'est pas dans la culture du pays d'avoir des agences publiques de recrutement ou alors des agences publiques d'emploi fortes qui vraiment vont avoir le monopole, on va dire comme ça, du recrutement. Et puis, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, en fait, tout simplement, parfois la rapidité avec laquelle les besoins des employeurs peuvent venir du marché du travail de façon générale. Et dans ce cas où parfois les services publics d'emploi ne sont pas forcément en mesure de répondre ou seuls ou dans des délais très, très courts. Alors que si finalement vous avez une agence privée de recrutement, vous finalement, en tant qu'employeur, vous payez un service. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de telle personne, de tel profil, dans ces conditions-là. Et en fait, finalement, c'est ce service-là que vous monnayez. Mais le problème n'est pas que vous monnayez ce service-là. La question est à qui vous le monnayez. Est-ce que vous le vendez à l'employeur, parce que c'est l'employeur qui cherche ce travailleur, ou est-ce que finalement, vous le vendez au travailleur qui cherche un travail? Cette question se pose beaucoup moins, bien évidemment, pour les travailleurs qualifiés, puisque on sait qu'un travailleur qualifié va peut-être avoir plus facilement, plus forcément, ses compétences vont être recherchées. Et les employeurs vont avoir moins de problèmes à comprendre qu'ils doivent payer pour un travailleur qualifié, dans le cadre du recrutement. Mais cette notion de payer pour avoir accès en fait à de la main-d'œuvre est très peu comprise parfois par des employeurs lorsqu'on parle de travailleurs peu qualifiés, où vous avez peut-être énormément, c'est toute une question d'offre et de demande, bien évidemment. Vous avez peut-être beaucoup plus de travailleurs ou de pression sur le pays d'origine en matière de pression sur votre marché du travail, pour s'assurer que peut-être des travailleurs peu qualifiés puissent aussi accéder à un emploi, et qui sont peut-être de ce fait, en fait, plus à même à accepter de devoir payer des frais de recrutement. Et tout le défi est de changer cette façon de penser, de comprendre qu'en fait, ce n'est pas moi en tant que travailleur qui doit payer pour chercher un travail, mais c'est à l'employeur qui, du coup, recrute et cherche un travailleur de payer pour ce service-là s'il passe par un service privé, donc à savoir les agences privées de recrutement. J'ai cru voir une main levée à un moment donné. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Oui, Myriam, Hanan? Oui, on a c'est une le main cas. levée et tu as aussi un commentaire que tu pourras D'accord. regarder après dans la chat. Donc, Anan et Daïr, vous pouvez y aller. Merci. Donc, je partirai, madame, de ce dernier point par rapport justement à ces honoraires demandés.
Nous, au Maroc, avec le service public de l'emploi étant l'ANAPEC, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, nous intervenons justement pour cette mise en relation pour des offres justement internationales. Et comme règle, donc, nous avons, notre institution a toujours, je dirais, obligé à ce que tout le processus soit gratuit pour les candidats. C'est-à-dire que toute, je dirais, la charge financière est à la charge est endossée en quelque sorte à l'employeur. Maintenant, je me pose la question pour les cabinets de recrutement privés, est-ce que il n'est pas judicieux opportun à ce que l'OIT pense à un barème ou des barèmes pour justement réglementer justement aussi cette application des honoraires et les cadrer. Ne pas laisser la main libre en fonction des destinations et parfois pour des services, je dirais, très basiques et qui deviennent coûteux pour certains candidats par méconnaissance parfois même de sources de l'information, choses qu'ils peuvent eux-mêmes parfois faire sur Internet via pratiquement des informations qui sont disponibles gratuitement. Merci pour votre question. En fait, concernant votre point sur ce que l'OIT notamment fait en la matière, vous avez la convention 181. Donc, la convention 181, justement, se concentre sur les agences privées de recrutement. Okay, donc, cette convention va notamment mettre les conditions de travail, de fonctionnement de ces agences privées de recrutement. Et notamment, va spécifier, et pas seulement les conditions dans lesquelles ces agences peuvent exister et fonctionner, mais aussi dans la façon dont elles doivent être surveillées. Donc, en fait, vous avez tout un processus, notamment de licence, que doivent obtenir par le gouvernement national ces agences privées de recrutement. Et le plus grand défi, finalement, n'est pas forcément d'obtenir cette licence, avec les conditions de s'assurer notamment, comme vous l'avez bien mentionné, le rôle fait par les services publics d'emploi, que tous les frais, que le travailleur, qu'il soit migrant ou pas, hein, donc on parle de général de travailleurs, ne paye pas les frais liés au recrutement, et c'est de s'assurer que finalement les agences privées de recrutement s'assurent de la même chose. Vous avez bien évidemment une ligne claire de qu'est-ce que doivent respecter ces agences privées de recrutement au moment notamment de l'ouverture ou de la mise en place de ces agences. La question est là où le défi devient beaucoup plus important pour un gouvernement, ça va être la surveillance de ces agences et de s'assurer que sur le long terme, cette agence respecte ces conditions-là et que sur le long terme, ces agences privées de recrutement ne fassent pas payer aux travailleurs migrants, s'assurent notamment que les travailleurs migrants aient des conditions décentes de travail, qu'ils aient accès à un contrat de travail, et notamment dans le cadre d'un recrutement à l'international, dans une langue comprise par le travailleur avant le départ, qui est parfois aussi un des points sensibles. Et donc, c'est vraiment cette surveillance, ce monitorage qui est parfois compliqué pour les agences, pour le gouvernement. Donc, il y a vraiment un rôle significatif qui doit être joué aussi par le gouvernement sur le fonctionnement de ces agences privées de recrutement. Et là est parfois, on va dire, là, c'est parfois là où le bas blesse. C'est que où le monitorage, où la surveillance, le monitorage est inexistant, ou alors les moyens qui sont mis ne sont pas forcément suffisants. De ce fait, il est important aussi de s'assurer d'une énorme communication. Et là, on peut imaginer, par exemple, le rôle qui peut être donné, le rôle que peuvent avoir les syndicats auprès des travailleurs pour qu'ils sachent quels sont leurs droits. Et que lorsqu'ils vont voir ces agences privées de recrutement, si une agence
leur demande de payer des frais, qu'ils comprennent que cela est contraire à la législation et que cela n'est pas correct ou contraire aux normes internationales et simplement passent leur chemin. Donc, il y a d'un côté une question de surveillance, mais d'un autre côté aussi une question de sensibilisation auprès des travailleurs pour qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils connaissent en fait les règles liées de façon générale au recrutement. Et on se rend compte que ce n'est pas à prendre pour argent comptant. Que finalement, si vous faites un sondage auprès de travailleurs, que vous leur dire est-ce que pour travailler à l'étranger, ou même pas forcément à l'étranger, mais seriez-vous prêt à payer tel et tel des frais de recrutement? Potentiellement, vous allez avoir une partie importante de la population qui disent « Ok, d'accord, parce que j'ai besoin d'un travail ». Certaines agences privées de recrutement avec lesquelles on a travaillé et qui ont été soutenues par le BIT, notamment pour s'assurer notamment d'une meilleure implantation des règles en matière de recrutement équitable. En fait, certaines agences ou certaines ONG qui accompagnent les migrants ou même des syndicats vont dire, mais parfois, si une agence fait une promotion en disant, mais avec nous, vous ne payez pas vos frais, on s'assure que tous les frais soient supportés par l'employeur, ben, certains travailleurs trouvent ça louche, en fait, trouvent même cela finalement bizarre, parce que vont peut-être avoir même moins confiance avec une agence qui vont peut-être leur dire mais non, 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 vous ne payez pas, c'est l'employeur qui paye, et vont parfois en fait avoir cette impression qu'on essaye de leur vendre, si je peux me permettre comme ça, quelque chose qui n'est pas qui est louche. Et donc en fait il y a vraiment ce besoin aussi de sensibilisation des travailleurs. Donc sur la plateforme, je mettrai, vous avez notamment accès à l'initiative du recrutement équitable par l'OIT. Vous voyez certaines actions qui sont notamment prises pour renforcer aussi bien les gouvernements, aussi bien les syndicats, que les agences privées de recrutement également. Parce que vous avez des agences privées de recrutement qui font du recrutement équitable. Et vous avez des agences privées de recrutement qui travaillent. J'ai en tête, par exemple, un exemple dans le cas de recruteurs dans le secteur de la santé entre les Philippines et l'Allemagne. Et bien, finalement, c'est une collaboration publique-privée entre une agence privée de recrutement, enfin des agences privées de recrutement aux Philippines qui respectent notamment les questions liées au recrutement équitable et le service public de l'emploi du côté allemand. Donc, en fait, ce partenariat est possible, mais et peut-être même parfois opportun pour pouvoir mieux et plus efficacement répondre aux besoins du marché du travail. Mais encore une fois, c'est de s'assurer que ces agences privées de recrutement respectent les règles, en fait, respectent les règles du jeu. Je vois que nous avons une main levée qui est Taha. Myriam, dans la chat, tu avais pas mal de commentaires aussi, hein, depuis la personne qui est connectée comme Windows à 10h43 jusqu'à plus bas. Ok, alors, je vois… Le premier, c'était à 10h43. Ah, voilà, le point de professionnalisation Voilà. de l'industrie est un peu flou. Ok, alors concernant la professionnalisation de l'industrie, je parlais de l'industrie du recrutement. Ok, donc en fait, l'industrie des agences privées de recrutement. Donc finalement, si les agences privées de recrutement, s'assurent d'un recrutement équitable, ça va bénéficier au secteur du recrutement. Okay, donc, en fait, il y a souvent un recrutement peu scrupuleux, veut aussi dire un manque de professionnalisme de la part du recruteur, bien évidemment. Donc, en fait, on parle de professionnalisation de l'industrie du recrutement. Voilà par rapport à ça. Je vois un commentaire après de Myriam. On constate que le maillon fort dans la chaîne de recrutement à l'international reste toujours les recruteurs. Et en regardant les avantages pour ceux-ci, on remarque qu'ils sont plus d'ordre de notoriété et d'image. Ma question est comment inciter les acteurs qui raisonnent argent à adhérer à cette approche humaine et qui en grande partie en faveur des travailleurs.
et qui est en grande partie en faveur des travailleurs. OK. Mais c'est un petit peu… C'est une très bonne question que vous avez soulevée, Myriam. Effectivement, il faut savoir aussi parler, si je peux me permettre, un peu le langage des différents acteurs. C'est-à-dire que si vous parlez de recrutement équitable et que vous cessez de sensibiliser un syndicat, bah oui, vous allez énormément mettre l'accent sur les droits des travailleurs, sur l'accès au travail décent, sur l'égalité de traitement, sur la lutte contre le travail forcé. C'est un discours qui est finalement ancré dans le combat des syndicats. Quand vous parlez, et c'est aussi intéressant, quand vous parlez avec plutôt le business, savoir où les employeurs ou les agences privées de recrutement, même s'ils ont un rôle différent, mais vous devez parler aussi le langage finalement de ces acteurs-là, qui n'est pas un langage qui n'est pas respectable en fait. Oui, bien évidemment, une agence privée de recrutement, son but principal, c'est un business, c'est de faire de l'argent. Mais c'est de sensibiliser en disant, mais finalement, c'est de faire un business, d'être prospère, tout en s'assurant que finalement, vous respectez des principes humains fondamentaux, vous respectez des règles fondamentales. Vous avez quand même de plus en plus de sensibilisation par rapport à ça. Et je pense en fait que notamment toute la question qui a eu lieu et l'énorme visibilité, notamment qui a eu lieu lors notamment de la Coupe du Monde qui vient juste de se finir, sur les conditions de travail des travailleurs, a mis énormément de lumière sur cela. Et je pense qu'il y aura, honnêtement, il y aura certainement un avant et un après, dans le sens que le recrutement ne peut pas se faire à n'importe quel coût. Donc, quand vous discutez avec des agences privées de recrutement qui font du recrutement équitable, elles sont convaincues, en fait, de ce message. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est bien sûr de convaincre des agences qui ne le font pas. Et ce qui est compliqué pour une agence privée de recrutement qui fait du recrutement équitable, c'est qu'elle se retrouve finalement en compétition avec des agences de recrutement qui ne font pas, qui ne respectent pas les règles. Et donc, du coup, c'est bien évidemment pour eux, en termes d'impact sur leurs bénéfices, cela peut être aussi important. Donc, tout un travail justement de sensibilisation. En fait, ce n'est pas que vous pouvez forcément répondre juste en disant bah, on va mettre l'accent et renforcer la sensibilisation auprès des agences privées de recrutement et le suivi et le contrôle. En fait, c'est finalement des actions qui doivent être prises à différents niveaux au même moment. Surveiller énormément, monitorer comment fonctionnent ces agences et avoir, en fait, vous avez souvent, on parle en matière de recrutement équitable avec les agences privées de recrutement. Est-ce que vous avez des actions qui peuvent être aussi bien un petit peu le bâton ou la carotte? Le bâton, sanction, si vous ne respectez pas. La carotte, c'est aussi avoir finalement une reconnaissance, une visibilité pour ceux qui respectent, un système de licence qui récompense ou qui donne notamment une certification pour ceux qui respectent les recrutements, le recrutement. Donc, en fait, vous devez aussi bien, en termes de gouvernement, le gouvernement doit aussi bien jouer avec, si je peux me permettre, voilà, aussi bien le bâton que la carotte. Sanction, mais récompense aussi. Sanction pour ceux qui ne respectent pas les règles et récompense pour ceux qui le font. Mais beaucoup d'agences privées de recrutement sont tout à fait aussi adhérents de cette approche humaine. Et beaucoup d'entreprises aussi se sont rendues compte, et d'employeurs se sont rendus compte que cette approche humaine, puisqu'il y a de plus en plus aussi de sensibilité au niveau même du consommateur en fin de ligne, sur ces questions liées aux conditions de travail des travailleurs, pas forcément juste les migrants, mais des travailleurs de façon générale, eh ben, c'est un élément même de la communication, en fait, de ces entreprises. Donc, il faut savoir aussi parler le langage de ces acteurs-là. Alors, Iris n'est pas obligatoire de la nécessité, je lis le commentaire de Ken Fawi. Iris n'est pas obligatoire de la nécessité pour les services étatiques de recrutement de le rendre obligatoire, s'assurer du respect par les agences privées du recrutement équitable.
Alors, oui, IRIS, c'est une initiative de l'OIM avec pour but notamment de surveiller, de monitorer les agences privées de recrutement. Là, on voit aussi notamment peut-être effectivement toute une collaboration possible entre le gouvernement et notamment l'OIM qui a mis en place IRIS. Vous avez d'autres plateformes aussi qui s'assurent notamment de ce respect des agences privées de recrutement. Comme je vous disais, je vous donnais l'exemple de la Tunisie qui, eux, ont décidé de former des inspecteurs, un corps d'inspecteurs qui ont pour mission de surveiller ces agences privées de recrutement et de s'assurer du respect de la législation tunisienne, que la législation tunisienne soit respectée. Alors, Nadira, les normes internationales interdisent aux agences privées de recrutement d'imposer des frais aux travailleurs migrants, mais ces derniers sont toujours prêts à payer des frais élevés pour obtenir un emploi à l'étranger, malgré leur incapacité à payer, et les agences ne respectent pas ça dans leur pratique. Comment verrouiller ça ? C'est une très bonne question. Ça revient un petit peu au point que je mentionnais. Finalement, c'est tout ce changement de mentalité qui doit être fait. Il n'y a pas une action, c'est des actions. C'est qu'est-ce que peuvent faire les syndicats pour sensibiliser les travailleurs, qu'est-ce qui peut être fait aussi pour les employeurs, sensibiliser les employeurs, et que les employeurs comprennent aussi que ces frais de recrutement sont à leur charge. Mais en fait, en payant ces frais, c'est aussi, on revient à ce professionnalisme de l'industrie, c'est s'assurer notamment que les agences privées de recrutement qui effectuent du recrutement équitable sont plus en même de s'assurer de fournir des travailleurs ayant les compétences nécessaires, requises, demandées par l'employeur. On parle vraiment d'un service. Donc, finalement, une agence privée de recrutement a pour but, bien évidemment, c'est un business, que son business continue. Donc, si finalement, cette entreprise, cette agence n'est pas en mesure de respecter les conditions du contrat avec l'employeur qui aurait payé, l'employeur ne fera pas une deuxième fois appel à cette agence-là. Donc, c'est vraiment tout un mécanisme qui doit être vu et qui est en train de se revoir. Mais ce n'est pas l'effort d'un acteur, c'est l'effort d'acteurs de façon générale. C'est l'effort du gouvernement, c'est l'effort des organisations d'employeurs, des employeurs, c'est l'effort des syndicats, c'est l'effort de la société civile, c'est l'effort des médias aussi qui peuvent aider notamment par la communication à sensibiliser aussi l'opinion, la population sur qu'est-ce que notamment un recrutement équitable. Après, je vois un commentaire donc ANAPEC. S'il vous plaît, il y a des mesures de condamnation contre des États où les employeurs conservent le passeport des employés, au moins minimiser la coordination et la coopération au niveau de l'emploi, par exemple les pays du Golfe. Alors, ces questions liées à la rétention des passeports est souvent le cas dans des pays qui appliquent encore le système de la kafala. On a vu notamment que la législation est en train de changer petit à petit dans certains pays du Moyen-Orient. Le Qatar, notamment, a aboli la kafala, et ça, c'était justement un effort fait avec cette préparation du Coupe du Monde. Après, dans la pratique, il y a aussi toute une question liée pour les travailleurs à un accès à la justice si ces passeports sont toujours confisqués. Donc, c'est un travail qui est long et là aussi, notamment au niveau des employeurs, un besoin parfois de changement de mentalité lorsque les passeports sont retenus. Et il faut se rappeler une chose, et là, je réfère principalement à la question du recrutement de travailleurs domestiques. Lorsqu'un travailleur domestique est recruté dans un pays où peut-être le système de la kafala existe, vous allez souvent avoir des travailleurs domestiques qui vivent chez l'employeur. Et c'est encore plus compliqué du coup pour le travailleur de tenir une copie de son passeport. Et encore là une fois, on ne parle pas d'employeur professionnel, si je peux me permettre, on parle de foyer. Et vous allez vous retrouver avec une personne comme vous et moi, en fait, qui finalement sont employeurs également, mais ne sont pas employeurs par profession, si je peux le mettre de cette façon-là, sont employeurs en plus d'eux.
Et on parle d'employeurs, de personnes privées finalement. Et c'est encore plus compliqué parfois de sensibiliser ce type d'employeurs qui ne connaissent pas forcément les règles, qui ne savent pas forcément non plus que la législation ne permet plus de détenir les passeports. Là, il est fortement recommandé, notamment aux travailleurs, de s'assurer de pouvoir tenir une photocopie de son document d'identité, le cas échéant. Ce n'est pas suffisant, mais c'est au moins quelque chose, en fait. Mais bien évidemment, bien sûr, cette question de détention du passeport est encore compliquée. On voit là notamment tout un besoin de sensibilisation et de changement de législation nationale qui passe aussi beaucoup par la diplomatie entre des pays d'origine et des pays de destination et qui peuvent permettre notamment à pousser à changer ces législations. Garna, vous avez soulevé un point très intéressant sur la question de crise. Est-ce qu'il est normal de mettre de côté les pratiques de recrutement équitable pour tenir compte des circonstances exceptionnelles? Alors, je ne sais pas si par crise, vous entendez peut-être notamment la crise liée au Covid qui a eu lieu. En fait, rappelez-vous une chose, c'est que quand on parle de recrutement équitable, notamment en matière de migration, on intègre aussi la question du retour dans le recrutement équitable et de s'assurer d'un retour sûr pour le travailleur migrant. Et cette question s'est justement posée au moment de la crise Covid, où on a vu beaucoup de travailleurs qui se sont retrouvés un peu dans une sorte de zone de no man's land, d'une certaine manière. Certains travailleurs, notamment domestiques, qui, par peur du Covid, ont mis à la porte leurs travailleurs, qui en même temps ne pouvaient pas rentrer puisque les frontières étaient fermées. Et là, justement, cette question finalement de temps de crise, la question du recrutement équitable montre aussi le rôle important qui peuvent être joués par les ambassades et les agences consulaires des pays d'origine à l'étranger. Donc, en fait, d'une certaine manière, je vous dirais, encore moins, c'est durant les temps de crise que les pratiques de recrutement équitable prennent peut-être encore plus de sens. Partager les formats. Oui, les présentations. Alors, la présentation de la première session est maintenant en ligne. Et celle-là, je vous la mettrai tout de suite à la fin de la session. Je vais peut-être continuer, ma présentation parce que je vois notamment que pour le reste, c'est plus des commentaires. Donc, je vous invite aussi à lire les commentaires de vos collègues. Je vois juste, par exemple, Adil, vous avez soumis un dernier commentaire qui est assez intéressant. Finalement, une rémunération équitable, elle fait partie du recrutement équitable parce que dans le recrutement équitable, ce n'est, encore une fois, on parle aussi des conditions de travail. Donc, c'est large la définition du recrutement équitable. Et dans les conditions de travail, on parle aussi de rémunération équitable. Par rémunération équitable, c'est une rémunération qui, au minimum, respecte une rémunération minimum qui est peut-être existante dans le pays de travail. Mais en tout cas, au moins, c'est une rémunération égale, puisqu'on parle d'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, lorsque notamment on est dans un recrutement à l'international. Alors, par rapport notamment à la question du recrutement équitable, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire notamment d'adopter des principes généraux et directives opérationnelles pour faciliter notamment le travail des différents acteurs et pour comprendre qu'est-ce que l'on entend en fait par recrutement équitable. Vous avez en fait, et vous le voyez, vous avez différentes initiatives qui sont prises par l'OIT, par l'OIM avec IRIS, vous l'avez mentionné, la législation nationale en fait qui va souvent s'appuyer notamment sur les normes internationales pour s'assurer du recrutement équitable. Vous avez notamment, et ça c'est très intéressant, des codes
qui sont développés par le secteur privé dans certains secteurs, donc des codes de bonne conduite. Vous avez par exemple le code, notamment par rapport au recrutement, qui a été fait en collaboration avec l'Organisation internationale de la santé sur le recrutement des travailleurs dans le domaine de la santé. Vous avez certains secteurs privés qui, ensemble, se sont mis d'accord sur ces codes de bonne conduite, en fait, en matière de recrutement et qui, notamment, ont ce qu'ils appellent un recrutement, les employeurs parlent de recrutement responsable. Donc, en fait, vous avez différents termes qui finalement circulent: recrutement équitable, recrutement éthique et recrutement responsable. C'est souvent ce terme qui est utilisé notamment par le secteur privé. En concernant en fait les principes généraux et directives opérationnelles de l'OIT, en fait, toute l'idée de ces principes était finalement d'informer, de donner des lignes de conduite, des directions aux législateurs, aux partenaires sociaux, donc employeurs et travailleurs, afin de garantir un recrutement équitable. Donc, ces principes généraux et lignes directives opérationnelles qui ont été adoptés il y a maintenant de cela quasiment 10 ans. On est déjà dans la deuxième phase de la mise en œuvre de cette initiative sur le recrutement équitable. En fait, elles ont été adoptées au niveau tripartite, donc elles ont été adoptées après négociation entre gouvernement, employeurs et travailleurs, et elles ne sont pas contraignantes, donc ça c'est important à souligner, mais et ça c'est aussi important à prendre en considération, elles trouvent toute leur inspiration dans les normes internationales du travail. Donc, elles vont trouver leur inspiration dans les conventions fondamentales de l'OIT pour le respect des droits fondamentaux des travailleurs. Elles vont trouver leur inspiration dans la convention 181 sur le fonctionnement des agences privées de recrutement. Elles vont trouver leur inspiration dans les conventions de l'OIT 97 et 143 sur la protection des droits des travailleurs migrants. Donc, elles vont vraiment elles ont trouvé inspiration dans tout ce qui existe en termes de normes internationales pour mieux protéger les travailleurs, nationaux comme migrants, au moment du recrutement. Mais en fait, finalement, pourquoi des principes généraux et directives opérationnelles non contraignantes? Parce qu'elle est vraiment pour but, c'est d'accompagner les différents acteurs du monde du travail et de ne pas forcément imposer des nouvelles normes contraignantes parce qu'il en existe finalement déjà, mais c'est de trouver, de s'assurer d'un dialogue continu entre les différents acteurs et notamment entre l'OIT et de pouvoir appuyer, si nécessaire, ces acteurs dans la mise en place d'un recrutement équitable. Alors, comme je vous le disais, ces principes généraux et directives opérationnelles, elles découlent de différentes normes internationales du travail qui s'appliquent à tous les travailleurs. Et ça, c'est très important, ces principes généraux et directives opérationnelles s'appliquent aussi bien aux travailleurs nationaux qu'aux travailleurs internationaux et travailleurs migrants. Et quel que soit, et ça c'est très important, quel que soit leur statut migratoire, donc également aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Par exemple, un des principes généraux est justement sur cette question de ne pas détenir le passeport du travailleur migrant. Finalement, cela s'applique aussi bien aux migrants en situation régulière qu'aux migrants en situation irrégulière. Ça, c'est vraiment important de le prendre en considération. Les exigences en matière de recrutement, finalement, comme je disais, elles vont s'inspirer de la Convention sur les agences d'emploi privées, sur la Convention 143 et 97 liées à la protection des droits des travailleurs migrants. Vraiment, il a été essayé de s'inspirer de ce qu'il y a de finalement plus pertinent en matière de recrutement dans ces différentes conventions pour pouvoir justement développer ces principes généraux et directives opérationnelles qui, encore une fois, ont été adoptés au niveau tripartite par les employeurs, les travailleurs et gouvernements
des différents membres de l'OIT. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des définitions clés que vous allez retrouver. Ces principes généraux que vous allez retrouver et vous pourrez les lire en détail sur la plateforme. Je vais peut-être spécifier deux, trois points par rapport à qu'est-ce qu'on entend par un employeur, parce que parfois, il y a justement une confusion sur qui est l'employeur, qui est peut-être le recruteur, et aussi sur le champ d'application. Alors, l'employeur, vous voyez que la définition, elle est large. C'est une personne ou une entité. Donc, important, ça peut être par personne. Vous voyez notamment qu'on essaye justement également de capturer les employeurs dits personnes privées, qui peuvent être employeurs d'un travailleur domestique, par exemple, ou une entité qui engage des employés ou des travailleurs directement ou indirectement. Donc, directement, l'employeur, comme je vous l'avais précisé tout au début, va employer directement une personne, indirectement, par le biais d'agences publiques, de services publics d'emploi ou d'agences privées de recrutement. Le recruteur, notamment de main-d'œuvre, tant pour les services publics de l'emploi que pour les agences de placement privé, donc on va aussi bien ces principes généraux et directives opérationnelles, lorsqu'on parle de recruteurs, vont aussi bien viser les services publics d'emploi que les agences de placement privé. Ou, et ça c'est important, tous les autres intermédiaires ou sous-agents. Parce que selon les pays, et notamment lorsque du recrutement va se faire de zones rurales, où peut-être l'agence publique d'emploi n'est pas présente, peu représentée, ou lorsque les agences de placement privé vont être peut-être plus dans des grandes villes, vous allez souvent avoir l'apparition de ces intermédiaires ou sous-agents qui vont en fait faire le lien entre le travailleur, potentiel travailleur, et le recruteur. Et donc, on a vraiment voulu intégrer également ces intermédiaires dans la définition de recruteur de main-d'œuvre. Donc, le recruteur peut être fait à but lucratif ou non, et qu'ils opèrent à l'intérieur ou à l'extérieur des cadres juridiques et réglementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lucratif ou non. Eh ben, là encore, on voit aussi bien un service public d'emploi qui n'a pas un but lucratif et une agence de placement privé qui a un but lucratif, et qui opèrent également à l'extérieur des cadres juridiques. Donc, ça veut dire que, par exemple, les agences privées de recrutement qui ne respecteraient pas, qui opèrent en dehors des cadres juridiques et réglementaires existants, seront tout de même considérées et visées par cette définition de recruteur de main-d'œuvre. Le recrutement, vous allez, là encore, sans aller trop dans le détail, va comprendre la publicité, la diffusion d'informations, la sélection, le transport, le placement dans l'emploi et le retour dans le pays d'origine. Donc, encore une fois, ce recrutement a une définition très large qui également va couvrir tout le cycle migratoire dans le cas notamment des travailleurs migrants. Elle s'applique à la fois, ça c'est important, aux demandeurs d'emploi, mais également aux personnes qui sont peut-être déjà dans une relation de travail. En termes de champ d'application, je ne vais pas forcément le répéter, mais de nouveau, aussi bien recrutement à l'international que recrutement au niveau national, donc tous les travailleurs, incluant les travailleurs migrants, et également le travail temporaire, que le travail qui est peut-être plus sur un long terme. Donc, le travail temporaire ou ce travail saisonnier va aussi être appliqué par notamment cette question de recrutement équitable. Et bien évidemment, cela va de soi, il va couvrir tous les secteurs de l'économie. Je vois qu'il y a une question qui est levée. Il y a une main, pardon, levée. Je vous donne, allez-y, prenez la parole. Taha, je vois que vous avez levé la main. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour madame. En fait, je vous remercie pour cette séance, pour ce webinaire riche en informations. Alors, ma question, je vais juste rebondir premièrement sur deux choses. Sur le recrutement équitable. Donc, quand vous dites un recrutement équitable, est-ce que c'est relié impérativement sur ce qu'on appelle le travail décent, ou bien le respect de l'approche genre, ou bien, en fait,
il faut que l'employeur choisisse des qualifications diverses. Donc, ou bien un mélange de tous ces critères-là. Ça, d'une part. Voilà, donc, d'autre part, je veux juste savoir, j'ai pas compris le recrutement en vrai sens du terme dont vous parlez tout à l'heure, les directives opérationnelles. En quoi consiste exactement? D'accord. La distinction, vous mettez dans la publication la distinction entre les principes et les directives. Je n'ai pas compris D'accord. le cliché, en fait, la différence entre les deux. La différence. Voilà. Alors, je vais vous en fait, si vous voyez peut-être votre écran, c'est ma prochaine diapositive. Donc, je vais répondre à votre question. J'ai réfléchi en même temps que... Pas de souci. Je vais répondre à votre question dans un instant, hein, donc sur la distinction entre principes généraux et directives opérationnelles. Concernant votre première question, je dirais que c'est un peu un mélange de tout ça. Alors, la question, si vous voulez, la question liée sensible au genre, finalement, elle doit être également prise en considération lorsqu'on parle de recrutement. Encore une fois, là, je me réfère plus peut-être à ma session de la semaine dernière, où quand je disais c'est quoi une approche sensible au genre, quand est-ce qu'elle intervient, et dans le cadre d'une politique de migration, elle intervient finalement tout au long des différentes étapes du cycle migratoire, incluant le recrutement. Donc, en fait, c'est un bon point que vous mentionnez. Finalement, cette approche sensible au genre, elle doit également être prise en considération lorsqu'on travaille sur le recrutement équitable. Encore une fois, faisant référence au premier diapositive que je vous ai soulevé, où vous voyez que les études jusqu'à présent montrent que les femmes vont avoir plus tendance à payer des frais plus élevés que les hommes en matière de recrutement. Tendance internationale, hein. Donc, bien évidemment, cela peut aussi changer selon les contextes nationaux, régionaux, mais en tout cas, elle soulève là aussi l'importance d'intégrer cette approche genre lorsqu'on va parler des questions de recrutement. Donc, finalement, cette approche genre, elle doit vous suivre dans n'importe quelle réflexion liée à la question de la gouvernance des migrations ou la protection des droits des travailleurs migrants. Elle n'est pas forcément limitée à certains aspects de la migration. Elle a pour but de couvrir toutes les étapes du cycle migratoire, incluant le recrutement. Finalement, un recrutement équitable, c'est un recrutement, vous avez vu, c'est très large en fait, parce qu'on pourrait très bien imaginer que le recrutement va s'arrêter au moment où la personne va avoir un emploi, a signé son contrat, ça s'arrête là. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le recrutement et les conséquences, en fait, le recrutement va avoir des conséquences sur tout le cycle migratoire et sur les conditions de travail aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un recrutement qui n'est pas équitable, très certainement, les conditions de travail ne vont pas l'être non plus. Parce qu'un recrutement qui n'est pas équitable, c'est un recrutement où le travailleur migrant va avoir des dettes, c'est un recrutement, pas forcément migrant, un travailleur va avoir des dettes, c'est un recrutement où un travailleur migrant va ne pas avoir son passeport, c'est un recrutement où peut-être les conditions, ce que le travailleur, migrant ou pas, va signer comme contrat va finalement être différent dans la pratique et où on va peut-être lui demander de signer un nouveau contrat une fois sur le poste de travail qui est différent de ce que peut-être la personne aura signé d'abord. Un recrutement qui n'est pas équitable, c'est un recrutement, dans le cas d'un travailleur migrant, où il va lui être demandé de signer un document dans une langue qu'il ou elle ne comprend pas. Et en fait, on voit très rapidement que les conditions de travail et l'accès au travail décent est inséparable d'un recrutement équitable. Donc, en travaillant en fait sur l'accès au travail décent pour les travailleurs migrants, vous travaillez forcément aussi sur des conditions de recrutement équitable. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord, mais là, vous parlez du recrutement équitable et vous parlez du travail décent, mais entre autres,
Vous avez parlé tout à l'heure du travail saisonnier, n'est-ce pas? Et il fait partie aussi des principes et des normes IRS. Un travail saisonnier peut être un travail décent, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas un travail décent. Un travail décent qui est durable dans le temps. Non, pas forcément. Un travail décent n'est pas forcément durable dans le temps. Un travail décent va être un travail qui respecte Si le travail est saisonnier par nature, le travail peut quand même être décent, même s'il est saisonnier. En fait, un travail décent, c'est quoi? C'est un travail qui s'assure pour un travailleur migrant d'accéder aux droits fondamentaux en matière de travail, d'accéder à une égalité de traitement entre les différents travailleurs. C'est un travail où il va pouvoir avoir une voix, par le biais notamment d'un syndicat, d'accès à l'organisation, la possibilité de joindre un syndicat, de s'organiser. C'est un travail qui va permettre d'accéder à l'emploi. Après, est-ce que vous me demandez si le travail saisonnier est le summum du travail décent ou est l'apogée du travail décent? Bon, vous pouvez avoir des travaux qui vont peut-être offrir plus de droits, mais en soi, un travail saisonnier peut être un travail décent. En tout cas, le BIT ne dira jamais qu'un travail saisonnier n'est pas un travail décent. La question n'est pas si le travail saisonnier est un travail décent. La question, c'est de savoir dans quelles sont les conditions dans lesquelles ce travail saisonnier est effectué. Non, la question par rapport au travail décent, c'est que est-ce que vous, en fait, selon les normes IRIS, est-ce que l'OIT intervient dans le travail décent dans le travail saisonnier? Mais les normes IRIS de quoi? Vous parlez du système IRIS de l'OIM? Exactement. C'est une initiative de l'OIM. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, normalement, IRIS, par contre, après, je ne peux pas présenter au nom de l'OIM qu'est-ce que IRIS. Vous voyez ça, honnêtement, il faudrait se tourner vers les collègues de l'OIM. Mais si vous regardez, et puis je pense que si vous allez sur le site de l'OIM, vous vous rendrez compte que IRIS fait référence aux normes internationales du travail, fait référence aux normes de l'OIT. Oui. Mais l'OIT n'est pas en fait n'est pas pas derrière IRIS, c'est l'OIM. Après, l'OIM et l'OIT travaillent ensemble pour s'assurer d'une meilleure cohérence mais dans les activités, mais c'est vraiment un outil de l'OIM. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà. Je ne suis pas sûre que j'ai répondu malheureusement à toutes vos questions, mais je ne suis pas sûre que j'ai la réponse, en fait, malheureusement, à vos questions. En fait, je veux juste partager avec vous une petite réflexion. En fait, par rapport au recrutement, si j'ai bien compris, par rapport au recrutement équitable, on parle du recrutement équitable. Mais un employeur étranger qui, par exemple, qui dépose des offres d'emploi de plus en plus, dépose des offres d'emploi à l'ANAPEC, d'accord? Il demande, par exemple, il est trop exigé, d'accord? Il demande des qualifications, vraiment, il met une offre d'emploi très pointue, d'accord? Est-ce que vous intervenez après l'offre d'emploi? Donc, vous intervenez au moment de l'immigration et pas, en fait, vous intervenez en aval et pas en amont. C'est-à-dire que vous êtes en train, si je comprends bien votre question, c'est est-ce que l'OIT va intervenir auprès des employeurs pour dire, non, finalement, j'essaie de comprendre, donc arrêtez-moi si je n'ai pas bien compris. Est-ce que l'OIT va intervenir au niveau de l'employeur en disant, mais non, ces conditions-là ne sont pas faisables, c'est ça, ne peuvent pas être non, ça, c'est pas trop le rôle. En fait, si vous voulez, là, c'est vraiment... En fait, c'est assez la loi du marché de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si l'employeur dit, ça, c'est mes demandes, après,
là, je pense que c'est plus au niveau peut-être d'un dialogue avec les organisations d'employeurs, de dire oui, mais vous êtes gentil, mais ça, ce n'est pas gérable, ça n'existe pas, Oui. vous voyez. Ou alors, jusqu'à quel point de dire, OK, est-ce qu'il y a un besoin de travailler, et là, on va tomber sur la question des compétences. Est-ce que finalement, un travail doit être fait en amont pour développer ses compétences sur le marché du travail marocain, parce qu'en fait, c'est des compétences qui sont de plus en plus demandées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, là, ce n'est pas le rôle de l'Organisation internationale du travail de dire à l'employeur quels sont, d'intervenir sur ses besoins, en fait. Vous voyez? Là, c'est peut-être plus, je pense, dans le cadre notamment du dialogue social, qu'un dialogue doit être fait avec les employeurs pour dire, écoutez, on a des demandes, malheureusement, ces demandes, on les a pas, ou en fait, elles n'existent pas, ou elles sont trop pointues. Comment on fait, en fait? Vous voyez? Et là, je pense que c'est plus finalement un dialogue avec les employeurs, et peut-être aussi avec la présence et avec les syndicats notamment, qui peuvent aussi appuyer en disant non, mais ces compétences n'existent pas. Parce que je comprends ce que vous... j'ai l'impression que je comprends ce que oui, j'ai compris. Vous nous dites, nous, en fait, on reçoit des demandes qui ne sont pas réalistes, mais du coup, on ne peut pas y répondre. Et du coup, ces mêmes employeurs vont se tourner auprès d'agences privées de recrutement, mais jusqu'à quel point elles vont être correctes, en fait. C'est ça que vous dites? Oui, okay. Effectivement, oui. OK. Parce que vous dites que le recrutement est-il possible d'être équitable? Donc oui, il peut être équitable, il doit être équitable, mais en disant que c'est équitable, donc il faut que les employeurs soient moins exigeants. Et effectivement, il va me dire j'ai besoin d'un ingénieur je sais pas, en agroalimentaire avec 15 ans d'expérience, et ce candidat ne doit pas dépasser un âge de 30 ans. Oui, et parler 5 langues, si possible. Voilà. OK. Et parler aussi 5 langues et peut-être avoir un diplôme et une médaille, et une médaille des Jeux Olympiques. C'est dans l'affaire. Oui. Excusez-moi, je pense que Myriam a un petit problème de connexion. Là, j'ai l'impression qu'elle est en train qu'elle a perdu la connexion. Voilà, elle vient de m'envoyer un message, donc elle va se reconnecter de suite. Raïm, vous voulez profiter pour faire votre intervention? J'avais vu que vous aviez levé la main. Raïm, vous êtes en silencieux, s'il vous plaît. Alors non, je vous entends pas, moi. Est-ce que les autres participants entendent Raïm? Non. Non. Alors, on ne vous entend pas, Raïm. En fait, vous n'êtes pas vraiment silencieux, mais on ne vous entend pas quand même. C'est bizarre. Voilà, ça y est. C'est bon. D'accord. Allez-y. Merci Marion. Enfin, j'en profite de ce moment creux-là pour juste interagir avec Taha. Enfin, ce sont des questions, Taha, qui sont faites presque par un temps. Ce sont en fin de compte plusieurs aspects en fin de compte qui se croisent et qui, bien sûr, qu'il faudrait, dans une approche enfin de développement de politiques publiques d'emploi en général, vraiment de bien chercher à articuler tout cela. Le travail des centres d'un côté, les principes généraux et les directives opérationnelles concernant le recrutement équitable,
la question aussi de tout ce qui est ratification des conventions de sécurité, et le cadre normatif aussi. Après, il y a aussi un autre aspect important, c'est qu'il faut prendre en considération dans ta réflexion, c'est toute la question de dialogue social. Comme Myriam a commencé à aborder cela, la question de dialogue social aussi, qui doit être un dialogue social tripartite. Il n'y a pas que les employeurs dans l'équation, il y a aussi les travailleurs, les syndicats, et il y a aussi le gouvernement qui doit aussi jouer son rôle dans ce processus. Et je crois qu'il faudrait enfin combiner l'ensemble. Je crois que Myriam, il va enfin répondre à certaines de ces questions. Mais je crois qu'il faudrait prendre tout cela enfin dans un ensemble cohérent et surtout articulé. On ne peut pas traiter le recrutement équitable en dehors du travail décent, en dehors des formes de travail dont je parlais tout à l'heure. On parlait du travail saisonnier. Le travail saisonnier, c'est juste une forme de travail qui pourrait aussi être décent si les éléments de piliers de travail décent sont respectés dans le travail saisonnier, par exemple. Voilà, ce sont des éléments qui pourraient nous ramener plus loin de oui, mais je crois qu'il y aura aussi les prochains ateliers, surtout face à face, je crois qu'il y aura aussi des espaces pour ça. La question qui se pose par rapport à l'EIT, parce que tu avais posé la question par rapport à l'EIT, enfin, l'EIT, en réalité, nous, on n'intervient pas, nulle part, finalement. Parce qu'en fin de compte, nous sommes dans l'accompagnement des partenaires, des montants, ce qu'on appelle les montants tripartites ou les partenaires tripartites, c'est-à-dire le gouvernement, les partenaires sociaux incluant les employeurs, mais aussi les travailleurs, et qui sont représentés au sein du conseil d'administration de l'EIT. Et qu'effectivement, c'est une question de dialogue, un dialogue tripartite. Et l'EIT, il ne pourrait qu'accompagner le processus de dialogue tripartite autour du travail décent. Bien sûr, en prenant en considération la question de l'accès à un travail productif, c'est important. Je crois que voilà, je ne vais pas le relire, j'ai posté dans le chat les éléments d'un travail décent qu'il faudrait prendre en considération. Mais je crois que la question qui se pose, et je m'arrête là, Myriam, c'est que la question, ce n'est pas une question des risques, parce que tu avais parlé aussi des risques. Les risques, c'est un outil qui est inspiré à 80% des principes généraux et des directives opérationnelles concernant le recrutement équitable, et qui n'est pas obligatoire, comme vous l'avez dit dans vos chats, de ça, mais qui ne peut enfin être utile que si le gouvernement décide de l'utiliser, et pour qu'il puisse l'utiliser, il faut qu'il instaure en fin de compte un arsenal législatif autour de cela. Et l'arsenal législatif doit être enfin inspiré des cadres normatifs en général internationaux. Voilà, c'est juste une interaction, hein, ce n'est pas pour répondre à tout. Je m'arrête ici. Merci. Merci Abderrahim. Écoute, je pense que certaines personnes avaient un peu du mal à t'entendre. Je pense que le son était un peu bas ou faible de ton côté. Je ne sais pas si à tout hasard, tu pourrais peut-être dans le chat remettre certains des points que tu as mentionnés. Je suis désolée, j'ai perdu ma connexion 2 secondes. J'ai été jetée de la salle du Zoom et j'ai dû me reconnecter. Et donc, juste pour dire, en fait, Abderrahim, si jamais à tout hasard, tu as moyen de mettre 3 points dans le chat, parce que je pense certains d'entre... Moi, je t'ai entendu, hein, le son n'était pas super, mais bon, j'ai compris, j'ai entendu ce que tu disais. Si jamais, peut-être, tu arrives à mettre 2-3 éléments de réponse, peut-être, de commentaires dans le chat. Je vais peut-être juste profiter... désolée, comme j'ai été jetée, en fait, exclue du Zoom, je vais juste partager une dernière diapositive sur notamment la différence. C'était la question que j'avais entre les principes généraux
et les directives opérationnelles. Alors, je vais juste voir où est-ce que je suis. C'était ce slide-là. Je vais peut-être... Voilà. Et, pardon, partager mon écran. Myriam, pendant que tu prépares ton partage d'écran, je vais peut-être dire qu'à la fin de la session, on demandera aux participants qui ont la possibilité à Raïm d'allumer leur caméra et on fera une photo de la mosaïque des participants pour Raïm, comme il nous l'avait demandé, si possible. Juste un instant, parce que maintenant, il ne reconnaît pas. OK, ben voilà. Voilà. Alors, une distinction est faite entre les principes généraux et... Myriam, tu peux te mettre en mode présentation parce que là, voilà, parfait, merci. Une distinction est faite entre les principes généraux et les directives opérationnelles. Et il faut comprendre la différence entre les deux qui sont finalement qui sont particulièrement complémentaires. Alors, les principes généraux, finalement, s'appliqueront à tous les acteurs, quels qu'ils soient, gouvernement, travailleurs, syndicats, société civile, organisation d'employeurs, organisation internationale, organisation régionale, et sont destinés à orienter la mise en œuvre à tous les niveaux, d'accord, différents acteurs et tous les niveaux, donc aussi bien à un niveau local, national, international. En termes de principes généraux, vous avez le premier principe, vous les avez là en anglais sur le site internet lorsque je posterai la présentation, vous les aurez en français. Et vous avez notamment, je pense que si vous avez déjà regardé le module 1, vous avez certaines vidéos qui expliquent en détail ces principes. Donc, je vous renvoie aussi aux vidéos animées que nous avons préparées pour justement expliquer aussi bien les principes généraux que les directives opérationnelles pour mieux comprendre aussi leur contenu. Donc, le premier principe, en principe général, c'est le respect des droits humains et des droits du travail. Donc, ce principe est particulièrement important puisqu'il va véritablement se focaliser sur les droits fondamentaux que les travailleurs ont en tant que travailleurs, mais en tant qu'être humain, tout simplement. Un autre principe qu'il est important de soulever, c'est la possibilité, et c'est le principe numéro 7, et donc c'est sur lequel on s'était notamment focalisé, qu'aucun frais de recrutement et coûts connexes ne doivent être chargés aux travailleurs. Donc, le principe 7, clairement, met sur table cette question de recrutement équitable liée au fait que les frais de recrutement et charges connexes ne doivent pas être supportés par le travailleur. Okay, aucun, zéro. Donc, vraiment, un point très important à soulever. Et peut-être un autre point important qui est le principe 11, à savoir sur la liberté de mouvement et l'interdiction de retenir, de détenir les documents d'identité du travailleur. Donc, ça aussi, un des principes qu'on a soulevé durant la présentation et qu'il est important de soulever. 13 principes, tous plus importants les uns des autres, et des directives opérationnelles qui vont finalement donner des indications pour les différents acteurs sur comment mettre en œuvre ces principes généraux. Okay, donc, les directives opérationnelles, elles vont traiter, et là la différence, en fait, des responsabilités des acteurs spécifiques dans le processus de recrutement, et donc inclut notamment des interventions possibles et des outils politiques. Donc, vous allez avoir des directives opérationnelles pour le gouvernement, des directives opérationnelles pour ce qui a été mentionné comme entreprise. Et entreprise, en fait, on va intégrer dedans l'employeur,
directement du travailleur, mais aussi les recruteurs. Donc, je reviens sur la définition que je vous ai donnée avant de comment a été défini par les principes généraux directives opérationnelles le recruteur. Et notamment incluant également le gouvernement, quand ce gouvernement parfois lui-même en fait être un employeur. Donc, des lignes directives pour les gouvernements, les entreprises et les services publics de l'emploi. Donc, vous allez me dire, mais où sont peut-être les syndicats? Et effectivement, vous n'avez pas de directive opérationnelle directement développée pour les syndicats. Pourquoi? Parce que finalement, les syndicats ne vont pas forcément directement être impliqués dans le processus de recrutement. Ils vont avoir un rôle beaucoup plus d'accompagnement pour les travailleurs, de soutien pour les travailleurs, de sensibilisation. Et leur rôle est clairement soulevé dans les principes généraux. Donc, même s'il n'y a pas de directive opérationnelle pour les syndicats, ils ont quand même un rôle et des responsabilités à jouer. Et vous trouverez notamment sur la plateforme, là encore, une vidéo que nous avons faite en partenariat avec nos collègues, notamment d'Actrav, en charge le bureau des travailleurs, donc au niveau de l'OIT, en charge d'accompagner les syndicats. Et avec eux, nous avons finalement développé cette vidéo qui reflète le rôle et les responsabilités qui peuvent aussi être jouées par les syndicats. Et on a vu notamment dans toute l'initiative de l'OIT sur le recrutement équitable que ces syndicats ont vraiment pris la cause et ont un rôle très actif sur les questions de recrutement équitable. Et là, peut-être, Abderrahim, je ne sais pas si ton son te permet de prendre la parole, mais c'est intéressant aussi, je pense, au niveau notamment du Maroc. Il y a plusieurs activités qui sont faites aussi avec les syndicats marocains concernant la question du recrutement équitable. Si jamais tu veux peut-être donner certains exemples, n'hésite pas à prendre la parole. Mais en tout cas, dans différentes régions, dans différents pays, on a vu vraiment, au niveau même international, on a vu les syndicats véritablement embrasser cette question d'initiative sur le recrutement équitable et avoir un rôle particulièrement actif pour mieux protéger les travailleurs, que ce soit les travailleurs nationaux ou les travailleurs migrants, dans le processus de recrutement. Je ne sais pas, Abderrahim, si tu veux soulever quelque chose, n'hésite pas. Alors, je vois que tu essayes de mettre ton casque. Là, tu es en silencieux. Ah, tu es en silencieux toujours. Voilà. Et c'est bon maintenant? Ouais, voilà, là, c'est bon. Oui, désolé en fait tout à l'heure, parce que je crois qu'il y avait une petite perturbation dans le micro. J'ai mis enfin quelques éléments de ce que tu veux. Bon, c'est juste pour dire aussi que pour le Maroc, c'est parmi les pays qui ont sur la question de recrutement équitable, c'est-à-dire le gouvernement d'abord. L'exemple, la preuve, c'est que vous êtes en train de faire information. Important. Par rapport aux syndicats, en fin de compte, ce n'est pas seulement les syndicats, il y avait les partenaires sociaux au Maroc, ils ont déjà signé. Alors, les partenaires sociaux, ça veut dire les 3 syndicats représentatifs, l'EMT, l'UTM et la CGT, et les représentants des employeurs, la SUGM, ont déjà signé, d'ailleurs, le CANAPI en accompagnement de l'OIT, ils ont déjà signé une charte commune pour la protection des droits des travailleurs migrants, par des immigrés ici au Maroc, mais aussi les Marocains qui ne peuvent pas travailler à l'étranger. Et cette charte commune, effectivement, parmi les aspects, les thématiques sur lesquels les partenaires sociaux voudraient travailler, c'est très important de dire que vraiment les employeurs et les travailleurs, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, c'est la question de recrutement équitable carrément qui est précisée dans un objectif carrément de cette charte
Merci, merci Abderrahim. Donc, je pense qu'il y a un petit souci avec ton son, mais je vais pouvoir résumer parce que j'ai compris, je pense, plus ou moins. Je vais juste répéter ce point qui est important et que tu as souligné, notamment finalement le travail ou l'implication des partenaires sociaux par cette charte commune, donc partenaires sociaux, les trois syndicats marocains plus l'organisation d'employeurs sur notamment la protection des droits des travailleurs migrants. Et comme tu le soulignais, un des principes fondamentaux de cette charte est justement concerne la question du recrutement équitable. Donc, on voit notamment au Maroc cet exemple qui est particulièrement important à soulever, pas seulement sur la question du recrutement, mais aussi sur la question du recrutement, entre l'effort conjoint entre les organisations d'employeurs, de travailleurs et l'organisation d'employeurs via cette charte commune pour la protection des droits des travailleurs migrants. Merci pour cette contribution. Je vois, en fait, je vais m'arrêter là. Je vois que vous avez 2-3 questions qui restent dans le chat. Alors, c'est bien d'avoir des principes, mais la pratique est autre chose, malheureusement. Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer à avoir des principes pour pouvoir aussi faire bouger les choses. Bien évidemment, vous pouvez me dire, les principes sont généraux, c'est le titre, ils sont généraux, et les directives opérationnelles, encore une fois, ne sont pas contraignantes. Mais il ne faut pas sous-estimer le dialogue et l'importance du dialogue social, notamment dans ces questions-là. Les avoir et une possibilité aussi de commencer un dialogue et de s'assurer de trouver des possibilités de les mettre en œuvre. Donc, ils sont nécessaires. Est-ce que ça veut dire que la situation, les avoir est suffisant? Non. Parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'il faut une chose importante, c'est une véritable volonté politique et bien évidemment aussi une implication de différents acteurs. Ce n'est pas que le rôle des gouvernements, ce n'est pas que le rôle du travailleur ou des agences privées de recrutement, c'est en fait ce qu'on voit avec le recrutement équitable, c'est qu'elle pousse à la collaboration entre différents acteurs. Elle pousse à un dialogue parce que finalement, c'est un effort qui ne pourra être fait que par l'implication de différents acteurs. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce que tout à chacun peut aussi faire et de voir notamment dans nos propres rôles, dans nos propres fonctions, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cet effort conjoint et cet effort collectif. Donc, bien évidemment, c'est un long travail, un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est nécessaire et qui, objectivement, commence à porter ses fruits dans certains cas, dans certaines régions, dans certaines réalités. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact que la question ou de l'initiative de l'OIT sur le recrutement équitable a, ou tout simplement, en fait, de voir finalement comment ce recrutement, cette question de recrutement équitable a pris de l'importance au niveau international. Objectivement, il y a 15 ans de cela, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Il n'y avait pas ces lignes directives, ces principes qui aussi donnaient finalement déjà des axes d'intervention. Donc, les choses s'améliorent petit à petit. Ce n'est pas parfait, ça prendra du temps, mais les choses bougent. Objectivement, les choses avancent doucement, plus ou moins doucement, selon aussi les contextes. Mais je pense que l'exemple qu'a donné Abderrahim, notamment par cette charte, et d'avoir des principes et un agenda commun entre employeurs et travailleurs sur les questions de migration, c'est déjà un énorme pas en avant, qui montre aussi une volonté institutionnelle. Et ça, bien évidemment, c'est à prendre en considération. Comment motiver les gouvernements ou en général tous les acteurs qui interviennent au processus de recrutement à adhérer au recrutement équitable? C'est une bonne question, Nagia. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication. Et là, si je peux me permettre, je mettrai aussi, on n'en a pas trop parlé, mais il y a un acteur qui de plus en plus prend de la place et peut être un allié
dans ce travail, c'est les médias. Et plus, en fait, notamment, il y aura de visibilité sur les conditions de travail, plus on mettra l'accent sur les conditions de travail des travailleurs migrants à l'étranger, sur les conditions de recrutement, plus on mettra l'accent sur, et on rendra visible, en fait, parfois des invisibles, plus, en fait, vous pourrez facilement travailler aussi sur de la sensibilisation. Alors, beaucoup de communication avec enfin, tout le rôle aussi qui peuvent être joués par les associations de migrants, les ONG, les médias, pour rendre, en fait, encore une fois, un phénomène qui est complexe. On ne demande pas à la population de comprendre tous les rouages techniques qui peuvent être liés au recrutement. Ce n'est pas le but, mais qu'il y ait une sensibilisation de façon générale de la population et de ce fait aussi des gouvernements ou qui poussent en tout cas les gouvernements à agir sur les conditions de recrutement, sur les conditions de travail. Et c'est très facile en fait. Enfin, l'exemple que je vous ai donné au début, c'est facile de… n'importe quelle personne comprendra que est-ce que des conditions, un recrutement qui oblige un travailleur à travailler 18 mois juste pour rembourser les frais de recrutement, ce n'est pas un travail décent, ce n'est pas un recrutement équitable. Tout à chacun, en tant que travailleur, en tant qu'employé, on comprend ce que cela sous-entend. Si pour notre travail, avant de pouvoir bénéficier de notre salaire réellement, on serait obligé de travailler 18 mois, 1 an et demi gratuitement, au final, c'est du travail forcé. Donc ça, tout à chacun, toute personne le comprend. Donc c'est travailler sur des éléments tels pour communiquer avec une population plus générale. Et là, vous voyez notamment le rôle que peuvent jouer par les médias, le rôle que peuvent aussi jouer par les instituts de recherche, puisque les résultats sont le fruit de travail de chercheurs scientifiques qui sont arrivés à quantifier ces frais de recrutement. Donc, c'est vraiment une initiative où chacun a son rôle à jouer et que finalement, chacun a sa pierre à porter à l'édifice. Encore une fois, je pense qu'au niveau international, au niveau global, il y aura, je l'espère en tout cas, je préfère rester positif, un avant et un après Coupe du Monde. Parce qu'on a vraiment mis l'accent, on a mis visible quelque chose qui… et ça n'arrive pas qu'au Qatar, que les choses soient claires, mais quelque chose qui existait depuis bien longtemps et qui, en fait, du jour au lendemain, s'est retrouvé finalement connu d'une population, parlé dans les journaux, connu d'une population qui forcément n'aurait pas forcément eu accès à cette information. Donc, ça sera intéressant de vraiment bâtir sur ça et d'utiliser ce moment pour s'assurer, en fait, de continuer à parler du recrutement équitable. Voilà, je vais m'arrêter là, il est midi, on a pris un peu plus de temps, désolée encore pour la petite coupure. Et je vais notamment… alors, je vois juste une dernière question qui est assez facile pour moi à répondre, la différence entre convention et principes généraux. Alors, c'est très simple. Une convention internationale de l'OIT est est un instrument contraignant soumis à ratification. Okay, donc, une fois qu'un État membre de l'OIT l'a ratifié, il y a une obligation de rapport. Elle est contraignante, elle doit être impliquée elle doit être transférée dans la législation nationale. Donc, c'est un instrument juridique contraignant. Les principes généraux que je vous ai mentionnés et les directives opérationnelles ne sont pas contraignants, d'accord ? Donc, ne sont pas soumis à ratification. Par contre, comme je le précisais, l'esprit de ces principes généraux et directives opérationnelles, le contenu tire son inspiration et puisé des conventions internationales. D'accord ? Donc, ces principes généraux sont complètement en ligne et cohérents avec les conventions internationales, mais la différence est beaucoup, en fait, d'un point de vue juridique, à savoir qu'une convention est contraignante, les principes généraux ne le sont pas, parce que non soumis à ratification. La convention est soumise à ratification, et du fait de la ratification a un élément contraignant. Par contre, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que là où vous n'avez peut-être pas une ratification d'instrument, les principes généraux et directives opérationnelles vous permettent peut-être quand même d'avoir des actions
de mener un dialogue. On parle vraiment de dialogue et de s'assurer que le lien est maintenu entre les différents acteurs pour pouvoir quand même aller de l'avant et essayer d'établir un agenda pour un recrutement équitable. Nous allons donc, je vais vous demander si possible, si vous pouvez mettre votre caméra. Nous sommes 89 durant cette session. Merci à tous d'être restés, même vraiment jusqu'à la fin. Et nous allons essayer, pour tous ceux qui peuvent peuvent mettre leur caméra, 2 secondes tout simplement. On va faire cette photo de groupe virtuel. Et merci à tout le monde. Puis ça fait plaisir aussi de voir des visages et non pas seulement des noms. Et je vais peut-être du coup, Marion, te laisser prendre la photo qu'on transmettra. Je m'en occupe, mais il faut juste me laisser un petit peu de temps encore parce qu'on a 4 fenêtres en fait avec des participants. Donc, alors, j'ai fait la première, donc bougez pas pour l'instant, s'il vous plaît. Enfin, vous pouvez bouger, mais ne vous déconnectez pas, c'est ça que je veux dire. Écoutez, je profite le temps que Marion ajuste cela. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je me permets de regarder encore dans le chat s'il y a certaines questions qui sont restées sans réponse. Plus des commentaires. Les gens cherchent à fuir ces problèmes socio-économiques. Ils ne cherchent pas un travail décent, mais un travail. C'est vrai aussi. Des fois, on peut voir le travail décent comme étant un luxe. Mais finalement, en tout cas, l'approche de l'OIT en matière de migration, elle est aussi de dire que finalement, la migration devrait être un choix et non pas une obligation, et que finalement, c'est parfois avant tout accès au travail décent dans son propre pays. Donc, il y a aussi finalement un travail qui doit être fait quant à l'accès au travail décent dans le pays d'origine des migrants. Mais si migration il y a, c'est effectivement s'assurer. En fait, il s'agit surtout d'assurer que le travailleur migrant n'ait pas des conditions qui soient moins favorables que celles du travailleur national. Donc, parfois, vous avez aussi quand même des situations où le travail décent existe dans le pays de destination parce qu'il y a toute une batterie de normes qui sont, et de réglementations qui existent, mais où on ne donne pas l'accès aux travailleurs migrants à ces conditions-là. Donc, c'est avant tout, souvent, pour le travailleur migrant, une question d'égalité de traitement. Mais on le sait, effectivement, c'est un des défis principal et qui n'est pas forcément évident d'atteindre, mais il faut rester positif et en tout cas s'assurer de faire dans nos propres différentes fonctions, de pouvoir faire le maximum pour favoriser l'accès au moins au travail décent pour les migrants également. Ok, Marion, je vois que tu me dis les photos sont prises. Écoutez, demain, nous allons nous retrouver pour la dernière session avant les vacances, ou en tout cas avant la trêve de fin d'année, pour vous expliquer finalement un travail de groupe. Donc demain, nous allons avant tout se concentrer sur l'explication, du travail de groupe sur lequel vous allez devoir travailler avant que l'on puisse, qu'on passe à la deuxième étape de cette formation qui est la formation en présence. Pour nous, en fait, l'idée du travail de groupe est de pouvoir vous permettre de discuter avec vos différents collègues de différentes régions aussi sur les conditions, le rôle de le rôle de l'ANAPEC notamment, les défis que peut-être vous rencontrez. Et donc voilà, on donnera plus d'informations demain. Donc rendez-vous demain, même heure, à 10h, heure de Turin. Et alors, je vois que quelqu'un m'a dit qu'on a déjà une formation demain. Alors, si certains d'entre vous ne sont pas en mesure de joindre, de toute façon, on fera le suivi par email avec les différents groupes.
Donc, si vous pouvez, bien évidemment, joignez-vous à la session, puisque à ce moment-là, on pourra vous donner toutes les informations sur la prochaine étape, comment vous allez travailler. Mais de 1, nous enregistrerons la session, et de 2, on fera le suivi également par email. OK? Bonne journée à tout le monde, bonne continuation, et à ceux qu'on voit, on verra demain, on se voit demain. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir à tous.